Première question, Bruno Cotresse, même affiche donc en 2017 pour ce second tour, sauf que cette fois, Marine Le Pen, dans les sondages, est proche de la victoire. Comment l'expliquer ? Marine Le Pen, d'abord, s'est installée de manière assez maintenant structurelle dans le paysage politique français. C'était sa troisième candidature à l'élection présidentielle, deuxième qualification au deuxième tour. Le Rassemblement national, par ailleurs, a progressé dans l'ensemble de la géographie électorale française. Et Marine Le Pen, surtout, disposait d'un solide atout qui était son ancrage dans certaines catégories sociales, en particulier les travailleurs pauvres, en particulier les jeunes travailleurs précaires, une partie, on va dire, des catégories populaires, par exemple les employés avec beaucoup de femmes qui ont des statuts professionnels précaires, d'intérim, etc. Donc Marine Le Pen a été évidemment dans une situation cette année très difficile, qui était une compétition extrêmement intense, extrêmement difficile avec Éric Zemmour, dont elle a su tirer au fond parti à travers en particulier ce solide ancrage sociologique qui faisait lui par contre terriblement défaut à Éric Zemmour. Et il l'a un peu normalisé d'une certaine manière aussi. Oui, d'une certaine manière, la présence d'Éric Zemmour dans le tableau, c'est un petit peu comme une sorte d'éponge qui a été posée sur Marine Le Pen à un moment donné et qui a absorbé, en tout cas en termes d'image dans l'opinion, la partie la plus radicale de l'image de Marine Le Pen. Emmanuel Macron va donc devoir rassembler pour ce second tour qui reste incertain. Gérard Grönberg, où peut-il récupérer des voix ? À gauche, ça semble plus compliqué qu'en 2017. D'abord, je voudrais continuer sur la première question que vous aviez posée, ce qui se passe, parce que je crois qu'il faut bien voir qu'il y a eu une séquence politique nouvelle qui s'est ouverte en 2017 et qui, à mon avis, se referme d'une certaine façon aujourd'hui, enfin, s'est refermée hier soir, avec cette idée qu'on est passé d'un système gauche-droite à deux grands partis de gouvernement de centre-gauche et de centre-droite qui alternaient au pouvoir, à un nouveau système où ces deux grands partis ont disparu, pris en étau chacun par le centre d'un côté, le centre macronien, et soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite. Et au fond, 2022 a terminé à droite ce qui s'était passé pour la gauche en 2017. Alors c'est important pour la question que vous venez de poser, parce que Marine Le Pen, et pas seulement Marine Le Pen, il faut y ajouter effectivement Zemmour, ça fait plus de 30%, près d'un tiers au fond on peut dire, de la population qui se classe là aujourd'hui. Et ça c'est très important, parce que on a une disparition que j'attendais, mais plus forte encore, plus brutale de LR que l'on pouvait penser et qui correspond d'une certaine façon à ce qui s'était passé pour la gauche, je vous le disais, en 2017. Donc évidemment, il y a eu un vote utile. On a beaucoup parlé de ce vote utile. Oui, il y a eu un vote utile. On voit le rôle des sondages extrêmement important, de plus en plus important, parce que les Français les ont suivis. Les ont suivis jour après jour. Ils ont vu ce qui était en train de se passer et ils ont choisi le candidat, non pas forcément le plus proche d'eux, mais en tout cas celui qui pouvait le mieux, de point de vue de leurs idées, avoir un score. Donc voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'aujourd'hui, on a une tripartition du paysage politique avec une extrême gauche, une extrême droite et un centre. Et évidemment, cette disparition, on peut presque dire de LR, en tout cas au niveau présidentiel, a laissé pour Marine Le Pen, et on le verra effectivement au second tour, un spectre électoral très très large, puisque effectivement on vient de le dire, est-ce qu'elle pourrait l'emporter? Alors, par rapport à ce que vous disiez sur où est-ce que le président sortant peut prendre des voix, il peut prendre quand même des voix chez Mélenchon. Mélenchon, bien sûr, n'a pas dit de voter pour lui, mais enfin, il a vraiment insisté beaucoup plus qu'il y a 5 ans sur le fait qu'il fallait que Madame Le Pen perde. Donc là, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Il peut quand même avoir un réservoir de voix là, alors qu'on disait qu'il n'aurait pas de réservoir de voix. Et puis, c'est vrai qu'il a probablement une partie majoritaire de ce que sont les électorats de Valérie Pécresse et de Jadot et de Hidalgo, mais je reconnais que tout ça ensemble fait à peine 12-13%. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Bruno ? Oui, totalement. Effectivement, c'est le problème principal d'Emmanuel Macron. Au fond, il a aspiré déjà une bonne partie de l'électorat de centre-gauche et de centre-droit. Quand on regarde les enquêtes qui sont disponibles et qui montrent la proportion d'électeurs de François Fillon en 2017 qui ont voté Macron hier, elle est très importante. Et donc, ça va être effectivement la problématique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a-t-il encore une réserve de voix à aspirer, alors que dans le
cas de Marine Le Pen, effectivement, elle a un spectre cette année beaucoup plus large qu'en 2017, du fait non seulement d'Éric Zemmour, mais aussi du fait qu'Emmanuel Macron, eh bien, il a 5 ans dans les jambes. Emmanuel Macron n'est plus le jeune président de 2017. Il a un bilan. À l'occasion de ce bilan, il a pu décevoir certaines catégories. Et on va voir qu'une des balles de match de cette élection présidentielle va être le comportement des électorats du centre et des deux formations politiques, effectivement, qui viennent de subir hier soir un revers sans précédent et une défaite considérable. Alors justement, est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron donne des gages à gauche? Il propose, on l'a entendu, d'inventer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça peut être? Alors ce nouveau quelque chose, il faut qu'Emmanuel Macron précise ce que c'est entre les deux tours. Il ne peut pas laisser simplement ça comme une idée extrêmement générale. Il y aura sans aucun doute une petite difficulté du côté d'Emmanuel Macron. Va-t-il pouvoir susciter dans les électorats, en particulier de la gauche et du centre-gauche, l'idée de la sincérité autour de ce projet qu'il propose? Il dit « je vais proposer quelque chose pour qu'on s'y retrouve tous », mais est-ce que l'électorat de gauche va avoir un point d'interrogation en disant ça c'est des choses qu'il avait proposées en 2017 et c'est pas vraiment ce qui s'est passé pour avoir nos votes? Est-ce que tout ceci sera suivi des faits? Quelles vont être les propositions, quels vont être les mots qu'Emmanuel Macron va poser sur ce projet présenté hier? Et il ne suffira pas d'indiquer un certain nombre de choses. Il faudra sans aucun doute de solides engagements du président. Le troisième homme de cette élection, c'est Jean-Luc Mélenchon, pas très loin de se qualifier pour le second tour, à seulement 500 000 voix d'écart de Marine Le Pen. Gérald Gronberg, son mouvement peut-il devenir celui du rassemblement de la gauche cette fois? Écoutez, là c'est une vraie question intéressante, une vraie bonne question, parce que au fond, il n'était pas absolument évident, même s'il faut se rappeler que son score de 2017 n'était pas très loin, il était à 19%, il n'était pas très loin. Mais vu l'écrasement absolu de tout ce qui restait d'autre à gauche, effectivement, je pense que dans sa stratégie aujourd'hui, il pourrait y avoir une inflexion. Il n'a jamais vraiment joué l'union de la gauche, jamais, depuis de nombreuses années. Là, il pourrait y avoir une inflexion, je le vois dans la manière dont il a dit qu'il ne fallait pas voter pour Marine Le Pen. Je crois qu'il y a une inflexion, cette idée qu'après tout, il pourrait rechanger de stratégie et se positionner comme celui qui pourrait, au fond, rassembler la gauche. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, à cette élection. Donc là, oui, il y a quelque chose de nouveau, me semble-t-il. De même, sur votre question précédente, pour ce qui concerne Emmanuel Macron, oui, je crois, on va voir ce qu'il va dire. Il est probable qu'il a une idée dans la tête pour la question du fonctionnement du système politique. Rappelons-nous qu'il avait fait sa campagne de 2017 contre les partis politiques, fondamentalement. Il avait dit qu'il y aurait un peu de proportionnel, il ne l'a pas fait. Il s'est senti relativement isolé. Et nous allons voir ce qu'il y a derrière les mots qu'il a prononcés hier soir. Mais il n'est pas impossible qu'il commence à comprendre qu'il a besoin, malgré tout, pour rassembler, de quelque chose qui soit une organisation plus solide, plus construite, plus active que ne l'est La République En Marche depuis son élection de 2017. Alors, comment l'Europe, justement, aussi réagit-elle à ce résultat du premier tour de la présidentielle en France? On rejoint Paul Germain tout de suite à Bruxelles. Paul, d'abord, je suppose que cette élection a été fort observée au niveau européen. Effectivement, Marian, parce que la France est un poids lourd au sein de l'Union européenne, encore plus depuis le départ d'Angela Merkel. Et l'actualité, la guerre en Ukraine a encore accentué l'importance de la France, notamment parce que Emmanuel Macron est le seul dirigeant occidental, le seul dirigeant européen à conserver un canal diplomatique avec Vladimir Poutine, même si on a appris aujourd'hui que le chancelier autrichien était à Moscou. Alors vous allez me dire, si Marine Le Pen était élue, elle pourrait continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine, qui dans le passé lui a prêté de l'argent, mais soyons francs, l'Union européenne vote plutôt Emmanuel Macron. D'abord parce que, vous savez, dans les chancelleries, on n'aime pas trop le changement, et puis Emmanuel Macron apparaît aujourd'hui comme un vieux sage auprès des autres dirigeants européens, même s'il est un des dirigeants les plus jeunes. Marine Le Pen, elle, continue à faire peur, notamment parce qu'elle prône toujours pour un certain protectionnisme national, et puis elle veut remettre en question la contribution financière de la France au budget européen. Ah oui, j'oubliais quand même, il y a un pays qui vote vraiment contre Emmanuel Macron, c'est la Hongrie de Viktor Orban, la Hongrie qui a d'ailleurs prêté 10 millions d'euros à Marine Le Pen pour sa campagne.
Et justement, Bruno Cotresse, si Marine Le Pen est élue, la France risque-t-elle d'être marginalisée en Europe ou est-ce qu'elle se rapprochera notamment du groupe de Visegrad qui comprend la Pologne et la Hongrie qui ont des gouvernements nationalistes et conservateurs? Ce qui est certain, c'est que la position de la France au sein de l'Union européenne en serait assez bouleversée, on va dire, en tout cas pour un mandat présidentiel. Effectivement, du côté Emmanuel Macron n'a pas caché qu'un deuxième mandat, il aurait de fortes ambitions européennes sur la question de la défense, hier soir, voilà, sur la question de la défense, de la sécurité. Donc c'est un thème sur lequel ça va sacrément cliver entre les deux tours, entre les deux candidats. Je pense d'ailleurs que ce thème européen occupera sans doute beaucoup de place dans le débat du 20 avril. Et évidemment, une victoire de Marine Le Pen serait un coup de tonnerre en Europe de très grande ampleur, parce que c'est la France, effectivement, ça vient d'être souligné, une position stratégique fondamentale au sein du Conseil de l'Union européenne pour celle du chef de l'État français. Et nos voisins européens suivent sans aucun doute cette élection française avec beaucoup d'attention. Merci Gérard Grunberg, une réponse très rapide parce qu'on est à la fin, quelques secondes. Vous partagez l'analyse de Bruno Cotresse? Oui, j'ajouterais quand même qu'il y a aussi la guerre en Ukraine, c'est-à-dire il y a l'Europe, il y a toute l'Europe face à cette affaire de guerre en Ukraine, mais il y a aussi la question de l'OTAN, la question des sanctions à l'égard de la Russie, sur lesquelles il faut bien rappeler que Marine Le Pen et Macron sont sur des positions fondamentalement différentes, puisque Marine Le Pen ne veut pas de livraison d'armes aux Ukrainiens et elle ne veut pas faire partie du commandement intégré de l'OTAN. Donc c'est vraiment deux politiques internationales fondamentalement différentes.